Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Elisa, une entrepreneure fondatrice du restaurant Rendez-vous au kiosque où il y a de super sandwichs, plats et focaccia à déguster. Après avoir travaillé pour un fonds d'investissement pour start-up, elle suit sa passion pour la bonne bouffe, se forme à l'école du CAS, où l'on s'est rencontrés d'ailleurs, et travaille sur son projet de resto en parallèle. Elle ouvrira au meilleur moment, comme elle le dit, en plein Covid, qui ne l'a pas arrêté. Vous découvrirez cette femme pleine d'énergie, de détermination, qui s'est réinventée dans le milieu de la restauration et qui kiffe sa vie bien chargée de restauratrice, d'entrepreneur et consultante food and beverage. Bienvenue Elisa, je suis hyper contente de t'avoir ici dans le podcast. Merci Nathalie, moi aussi. J'aime bien commencer en disant justement que tout commence par un rêve. Quel est le tien Elisa ? J'ai plein de rêves au point que j'ai une note dans mon portable avec tous les métiers et toutes les choses que je vais faire dans ma vie. Et elle s'allonge. J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, j'ai envie de faire de la comédie musicale, j'ai envie de faire du journalisme, j'ai envie de vivre les pieds dans le sable un moment. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses différentes. C'est très bien. Du coup, je pense qu'en te présentant, on va déjà comprendre aussi que tu as réalisé peut-être pas mal de tes rêves. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Qui je suis ? J'ai 27 ans et j'ai ouvert restaurant, café, maison dans la rue qui s'appelle Kiosque. Il y a pile un an, on a fait une grosse boom il y a 2 semaines pour fêter notre anniversaire. Et j'ai changé un petit peu de vie en effet, parce qu'avant ça, j'ai fait 2 autres métiers, puisque j'ai commencé à travailler un petit peu tôt, à 21 ans. Enfin, je crois que c'est tôt. Et du coup, voilà, j'ai changé de vie il y a 2 ans et demi. Donc, il y a eu 1 an et demi de taf avant d'ouvrir le resto. Et là, on a ouvert depuis 1 an. À Paris, dans le 2e. Ça s'appelle Kiosque sur Instagram, ça s'appelle RDV au kiosque. N'hésitez pas à aller nous lâcher vos mots doux et vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à aller déguster les plats. Aujourd'hui, tu es l'heureuse propriétaire du kiosque, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes multicasquettes que tu occupes aujourd'hui ? Oui, alors comme je trouvais que j'avais pas assez de travail avec le resto, j'ai aussi lancé un podcast l'été dernier autour évidemment de la bouffe. Le podcast s'appelle Basics of Bouffe, il est sur la chaîne qui s'appelle Business of Bouffe et on décortique en 10 minutes des sujets autour de l'alimentation pour expliquer de manière simple et ludique, j'espère, ce que c'est que le vin nature, le levain, la saisonnalité chez les poissons, etc. Donc je fais ça et ça sort tous les lundis matins sur toutes les plateformes d'écoute. Je fais aussi un peu de conseils en restauration pour soit des particuliers qui ouvrent leur restaurant ou qui veulent renouveler une carte, changer un peu leur concept, etc. Soit des groupes sur, pareil, des renouvellements de cartes, des créations de concepts, etc. Donc voilà, j'aime bien faire différentes choses, c'est ça qui me nourrit. Et aussi les différentes activités que je fais se nourrissent entre elles. C'est trop bien, ça me donne envie de te poser 1001 questions. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a boosté, motivé, fait passer à l'action pour ouvrir un restaurant ? Alors en fait, juste avant le restaurant, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un fonds d'investissement dans les startups, donc en capital et risque. Un fonds qui était très jeune, donc il y avait aussi la création du fonds lui-même à faire. Donc c'était super intéressant parce qu'une équipe hyper jeune et en même temps hyper smart et donc c'était hyper stimulant de bosser avec des gens comme ça. Et j'étais au contact d'entrepreneurs, de gens qui avaient des carrières hyper intéressantes dans plein de secteurs différents. Donc ça, c'était assez passionnant. Et avant ça, j'avais travaillé dans une start-up à Londres, dans le paiement. Et en fait, j'avais fait ce choix-là de start-up et de fonds d'investissement dans l'optique après d'ouvrir ma boîte, où j'avais réfléchi un peu de manière scolaire, peut-être en me disant, va travailler dans une start-up, puis dans un fonds pour voir un peu les 2 côtés. Le côté opérationnel et après le côté plus business et les critères, entre guillemets, qui font qu'une société marche, même si c'est pas du tout aussi facile que ça. Avant ça, j'ai étudié à Montréal pendant 3 ans et demi, qui est
une ville qui est très axée sur l'entrepreneuriat et sur les changements sociétaux, environnementaux, etc., liés à l'alimentation et à l'agriculture notamment. Donc, c'est des sujets, à partir de ce moment-là, qui ont commencé à beaucoup m'intéresser parce que la bouffe m'intéressait de base, mais j'avais pas conscience des enjeux beaucoup plus globaux qui étaient reliés à ce sujet-là. Et donc, je savais que je voulais monter ma boîte à peu près pendant mes études, mais je savais pas trop dans quoi. Et après, quand je travaillais dans le fond, que je réfléchissais à quitter mon job, je me suis juste imaginée vieille, assise sur un banc, en me demandant ce que je voudrais ne pas regretter quand ma vie aurait filé. Et c'était clairement avoir eu un resto, donc je l'ai fait pour pas avoir de regrets. Génial, quelle belle histoire. Je me suis projetée là avec toi et je t'ai vu assise sur ton banc, mais non, tu l'as ouvert ce resto, tu l'as fait. Tu as dit que tu as un petit peu cheminé, tu avais ça dans ta tête depuis tes études, tu n'avais pas peut-être le concept exactement, mais tu as porté brique par brique et tu as cheminé pour ouvrir le kiosque. Tu disais que ça a mis 1 an et demi pour ouvrir ton restaurant. Si des auditrices nous écoutent et elles aussi sont appelées par ouvrir un restaurant, un lieu qui propose de la food, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les étapes clés pour arriver à ça, à ouvrir un restaurant? Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, c'est un peu comme une chasse au trésor. Il y a énormément d'étapes et plein de choses qui se font en parallèle, l'une après l'autre, etc. Donc, en fait, j'ai rencontré entre 50 et 100 personnes. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Des entrepreneurs dans la food, des designers, des architectes, des gens dans l'immobilier, plein de gens différents pour, en fait, amasser toutes les infos que je pouvais et créer mon propre puzzle, en quelque sorte. Puisque monter un restaurant, ça touche à énormément de domaines différents, que ce soit lever des fonds auprès de la banque, enfin emprunter, trouver un local, l'archi du lieu, trouver des fournisseurs, la com, le recrutement, évidemment la cuisine et les menus, la déco, enfin il y a énormément de choses, faire une cuisine, l'équipe. Du coup, j'ai amassé toutes ces infos pour ensuite créer mon propre petit Lubi-Boulga. Et donc, énormément de rencontres avec des gens, poser énormément de questions. Et il y a aussi des formations qui m'ont permis de voir à l'intérieur ce que c'était que bosser dans un resto, bosser dans une cuisine, travailler le pain. Enfin voilà, j'ai fait des formations dans des boulangeries, des stages dans des boulangeries, dans des restaurants, dans des épiceries. Et une formation aussi à l'école du CAS pour apprendre un peu les bases de la cuisine et comprendre aussi comment une cuisine pro fonctionne, l'hygiène, les process, etc. Et donc, tout ça t'a aidé à réaliser ton puzzle, mais quand on se lance, on dit toujours que c'est un peu sauter dans le vide sans parachute. Il y a beaucoup de peurs qui arrivent sur le chemin de l'aventure. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été, toi, ta plus grande peur ou tes plus grandes peurs et comment tu les as gérées? Je pense qu'en fait, ma plus grande peur, c'était de ne pas le faire, bizarrement. Et c'est un peu de passer à côté des choses que j'ai envie de faire. En fait, j'ai peur que ma vie passe trop vite. Après, je suis peut-être un petit peu inconsciente aussi. Justement, on parle d'inconscience, on parle aussi souvent du jugement de l'entourage et de l'extérieur. Tu as dit que tu avais commencé à travailler tôt et du coup, tu as cheminé pour lancer aussi ton restaurant assez tôt. Tu es plutôt jeune dans le milieu. Comment tu fais pour gérer le jugement extérieur? Au niveau de mes proches, que ce soit mes amis, ma famille, j'ai toujours été très soutenue et accompagnée, etc. Donc ça n'a pas été trop un jugement, en tout cas négatif. Et sinon, après, évidemment, parfois, on a des commentaires de clients qui nous lâchent des avis Google parce que leur sandwich n'était pas aussi épais que celui de leur voisin. Enfin voilà, il y a toujours ce genre de choses à apprendre à recevoir. Mais bon, voilà, il faut éviter de se focaliser trop dessus et se focaliser plutôt sur le positif parce que généralement, heureusement, on a quand même plus de compliments que de commentaires négatifs. Et après, au niveau plus des gens que je rencontrais, j'ai pas trop eu l'impression d'avoir été jugée ou parce que j'étais jeune ou que j'étais une femme. Je pense que j'ai eu un commentaire depuis le début avec juste un passant qui était venu prendre nos parpaings qu'on a pendant les travaux. Et en gros, mon chef de chantier, mon ouvrier, en gros, lui avait dit qu'il pouvait les prendre et en fait, sans vraiment me consulter. Et quand le monsieur était venu le prendre, j'étais sortie en me disant oulala, vous faites quoi? Et il m'avait dit le patron m'a dit que je pouvais prendre les parpaings. Je me dis alors il y a pas de patron ici, il y a une patronne. Mais à part ça, j'ai jamais vraiment eu de commentaires ou de jugement frontal, négatif de la part de gens. En tout cas, je l'ai pas ressenti comme tel. Génial. Alors, je parle à la patronne. Là, je suis hyper honorée. Justement, tu parles de l'équipe, tu as embauché des artisans, tu as échangé avec plus d'une cinquantaine, voire une centaine de personnes pour créer ton projet. On dit que l'aventure de changer de vie se vit rarement seule. Quels ont été, toi, si tu peux regrouper tes guides et tes plus belles rencontres dans cette aventure?
Il y en a tellement parce qu'en effet, c'est un projet que je porte seule et en même temps, j'ai tellement, comme je te disais, j'ai tellement puisé dans les avis, dans les conseils de tellement de gens que c'est peut-être un peu une petite partie de plein de gens qui ont créé le projet global. Par exemple, pour le nom, j'ai fait plein de brainstorm avec mes potes, par exemple. Il y a tellement en fait de petites choses qui sont l'œuvre de ma communauté, de mes proches et plus que de moi toute seule. Parce qu'en effet, les difficultés aussi quand on est entrepreneur solo, c'est de prendre des décisions. En tout cas, moi, c'était ce qui avait le plus dur pour moi. Parce qu'en fait, il y a tellement de choix à faire que parfois, j'aime pas utiliser trop de franglais, mais c'est un peu overwhelming, c'est un peu envahissant. Et donc, c'est vrai que j'ai vachement échangé avec mes proches pour leur demander leurs avis, leurs conseils et rebondir avec eux. Et pas rester dans mon petit cloisonnement personnel parce que sinon, en fait, il y avait trop de choix à faire et j'avais l'impression que c'était des choix tellement engageants. Alors qu'au final, un nom, une couleur et autre, au final, ça peut se changer ou tout le projet repose pas sur ça. Mais c'est vrai que quand on porte le projet, quand on est en train de créer le projet et qu'on est seul, on a l'impression que chaque choix qu'on fait va être complètement engageant et qu'on pourra jamais le changer, quoi. Et alors que voilà, les chaises que j'ai achetées, etc. Au final, si je les aime pas, je les change et c'est pas très grave, quoi. Du coup, dans tes prises de décision qui ont été nombreuses dans ce cheminement, est-ce que tu peux nous partager quelle a été pour toi la plus grande décision ou la plus dure décision à prendre? Mais en fait, bizarrement, je crois que la décision la plus dure à prendre, c'était le nom du resto. Et vraiment, je me suis creusé les méninges. Pendant le confinement, je me levais à 5 heures du matin, je faisait des tours dans le jardin pour essayer de trouver l'inspiration divine. Enfin, c'était terrible. Je faisais des pages de noms parce que je voulais un nom qui soit unique, que je puisse réutiliser dans la com, qui soit déclinable, qui soit pas pris sur Instagram, qui soit disponible à l'INPI. Donc, j'avais énormément de critères. Et en fait, voilà, il a fallu un moment se décider et j'ai changé avec une copywriteuse, en gros une journaliste qui écoutait un peu mes critères et je lui disais qu'au final, le critère principal, c'est que je voulais un nom qui soit chaleureux et qui représente un peu une maison, une petite maison, un lieu de vie. Et elle me dit, mais pourquoi tu l'appelles pas kiosque, écrit à l'anglaise? En fait, directement, je me suis dit, mais oui, t'as raison, c'est un nom qui est court, qui est facile à retenir, qui dit aussi bien en français qu'en anglais. Et du coup, voilà, je suis partie là-dessus et voilà, c'était pas le nom parfait, mais pour l'instant, ça me va bien et ça représente pour moi un petit lieu de vie, un peu comme un kiosque à journaux où on peut aller tous les jours, on connaît la personne qui y travaille, on trouve un produit un peu déclinable. Le journal chez le marchand de journaux et le sandwich en gros chez nous. Et justement, avec le kiosque, qu'est-ce que tu souhaites apporter? Quel impact tu souhaites avoir au niveau de la cuisine ou avec l'offre que tu proposes aujourd'hui? Déjà, je suis dans un quartier de bureau, donc l'idée c'était que je voulais apporter de la nourriture super gourmande, super kiffante, mais aux gens donc qui travaillent, aux gens du coin, mais avec un sourcing produit très 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 qualitatif et des forts engagements environnementaux. Quelle que soit la boîte que j'allais monter, de toute façon, je voulais monter une boîte qui était alignée avec mes valeurs et notamment mes valeurs environnementales et sociales parce que tout va ensemble. Et du coup, on a mis en place plein de choses pour essayer d'avoir un impact le plus vertueux possible. Donc, on fait notre compost, on a un fournisseur d'énergie verte, on n'a pas de film plastique en cuisine, on n'a pas d'aluminium, on réutilise au maximum les épluchures, les fans, etc. L'eau, je travaille avec nos fournisseurs pour limiter au maximum le conditionnement, donc les boîtes, le plastique, les cagettes, enfin tout ça. C'est des choses qui allaient totalement de soi pour moi et qui au final, je pense, nous simplifient plus la vie qu'autre chose. Quand les gens me demandent, mais oh là là, c'est tellement de contraintes, etc., je leur dis, mais c'est le contraire de contraintes, tout est tellement plus simple. Il y a moins de déchets, ça prend moins de place, ça nous coûte moins cher. Pour moi, tout est positif, tout est vertueux de travailler comme ça, quoi. Ce sont des valeurs fortes que tu portes et que tu as mises dans ton projet. Quand on se lance aussi, on dit qu'on part à la découverte de soi et qu'on découvre des facettes parfois inconnues de nous. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as découvert des facettes de toi et comment est-ce que tu as vécu cette quête? Ouais, non, mais c'est énormément d'apprentissage. J'apprends vraiment tous les jours. C'est ça qui est super intéressant et super stimulant. J'apprends sur moi et j'apprends sur mon activité et même là avec le podcast, même l'instant, etc. J'apprends continuellement. C'est ça qui est super intéressant et qui passionne au jour le jour. Et après, sur moi, non, j'ai juste, je pense que j'ai découvert plein de choses sur les autres, sur mon mode de management par rapport aux gens,
comment je voulais gérer une entreprise, etc. Je pense que j'ai réussi à puiser au fond de mon énergie, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que je suis invincible, quoi. Quand je me fais des semaines où je dors 4 heures par nuit, 7 jours d'affilée, où je repars à l'autre bout de la ville chercher un truc en vélo, je reviens, je dois laver mes torchons en rentrant chez moi, cuisiner et servir pour 40 personnes toute seule jusqu'à 2 heures du mat. Donc j'ai vraiment maintenant l'impression que je peux tout faire. Qui c'est la patronne du coup? C'est toi. Du coup, justement, sur la structure de ton restaurant, est-ce que tu peux nous expliquer 2 choses? 1, une journée type ou une semaine type pour toi. Et 2, quelle est ton équipe aujourd'hui? Alors, en fait, on fait plein d'activités différentes au kiosque. On fait notre activité principale, ça reste le déjeuner, parce qu'on est dans un quartier de bureau. Donc, on est ouvert en gros de 8h à 16h à peu près. Donc, le matin, on a des cafés, des pâtisseries, des petits déjeuners. À midi, c'est notre activité principale. Donc, on fait des sandwichs, des salades, des plats chauds, des pâtisseries, etc. Et le menu change toutes les semaines. L'après-midi, on refait les cafés. On a beaucoup de gens qui viennent pour nos cookies parce que nos cookies sont très bons, de manière totalement objective. On fait aussi des apéros, notamment l'été, avec du vin, des bières, des petites assiettes, etc. On fait aussi des dîners avec des chefs. À peu près un mercredi sur 2 où on a des chefs qui viennent cuisiner avec un menu de dégustation où il y a 40 places et on propose aussi un accord mets vin avec le dîner. Donc c'est sur réservation et les gens viennent dîner. Derrière les menus, on a des petites questions de conversation où les gens échangent entre eux parce que c'est 4 tables de 10, donc les gens se retrouvent à dîner avec des gens qu'ils connaissent pas forcément. On fait ça, on fait aussi des privatisations pour les entreprises ou les particuliers, les anniversaires, etc. On fait aussi un peu de traiteur. Là, on va faire, j'espère, des événements, des festivals, etc. cet été. On rencontre aussi pas mal de fournisseurs, d'artisans. Parfois, je vais déguster des nouveaux cafés, par exemple, des nouveaux fromages, des nouvelles boissons, du thé, du vin, du chocolat. Là, par exemple, demain, on fait un shooting pour un livre d'un journaliste qui sort un livre avec les street food à Paris. Donc, je vais devoir préparer les recettes et ensuite, il va bien les shooter au restaurant. Donc, il y a plein de choses différentes qui tournent autour du restaurant et de la food. Voilà, parfois, il y a des enregistrements de podcasts, des rencontres avec d'autres restaurateurs ou autres. Ça change pas mal. Sinon, je me lève assez tôt le matin parce qu'on a pas mal de préparation puisqu'on fait tout maison. Après, on a le service et l'après-midi, voilà, on range le restaurant, on fait le ménage parce que c'est pas que glamour du tout d'avoir un resto, c'est cool, mais c'est très fatigant déjà. Il y a beaucoup comme je te disais, j'ai plus besoin d'aller à la salle de sport. Ici, ça me fait assez de sport, de monter les escaliers, de porter des choses, etc. Il y a beaucoup de ménage, il y a beaucoup de parties pas glamour, de laver les toilettes, de ranger, de laver, déballer des cartons. Et l'après-midi, je travaille sur mon ordi, j'ai des rendez-vous, je vais à des événements, je vais rencontrer des gens, j'ai fait des entretiens d'embauche et parfois voilà, j'ai des dîners au restaurant ou des apéros, etc. à gérer au resto. Est-ce que tu kiffes ta vie? Je kiffe ma vie, ouais, je kiffe ma vie parce que je suis libre déjà. Enfin, je suis libre et pas libre. Je suis pas libre parce que je dois rembourser un emprunt et payer un loyer, etc. Mais je suis libre parce que c'est moi qui prends mes décisions et qui décide de tout. Donc c'est ça que j'aime aussi. Et c'est temporaire et l'idée, là, j'ai envie de me tourner plus vers le journalisme, vers le conseil. Et de pouvoir trouver une équipe stable pour pouvoir voilà, me focaliser sur 2 activités que être au restaurant au jour le jour. Parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui cuisinent bien mieux que moi, qui sauront gérer le restaurant, faire des cafés, servir les clients, etc. bien mieux que moi. Donc là, j'attends de recruter une équipe stable pour pouvoir me focaliser sur mes autres activités de cœur. Et tu parlais des côtés pas très glamour, enfin moins glamour et c'est plutôt la vie réelle d'une propriétaire de restaurant. Qu'est-ce qui est le plus éprouvant pour toi aujourd'hui en tant que propriétaire de restaurant? Tu as choisi d'ouvrir ton business toute seule. Ce qui est éprouvant, non, je dirais que c'est là le fait de ne pas avoir une équipe stable parce que du coup, je dois du jour au lendemain trouver quelqu'un pour venir m'aider au restaurant, reformer constamment les gens qui sont là. Donc même si j'ai des super stagiaires, c'est un peu fatigant là de ne pas avoir une équipe stable sur laquelle je peux compter, mais j'ai confiance que ça va arriver rapidement. Comment tu jongles justement avec tes différentes priorités? Tu me décrivais tout à l'heure une journée type. C'est plus une semaine. Il n'y a pas de semaine type à ce que j'ai compris parce que ça change et tu aimes bien aussi varier les activités. Comment tu fais concrètement pour jongler avec tout ça? Est-ce que tu as des astuces organisation à nous partager? Je rentre pas mal de choses dans mon calendrier, je me laisse des plages horaires pour faire telle chose que j'ai à faire. Et après, oui, je priorise un peu ma to-do. Par exemple, là, sur le recrutement, je me suis mis une plage horaire d'1 heure par jour pour bosser sur le recrutement parce que c'est ma prio. Mais sinon, j'ai pas vraiment, j'avoue, je suis pas très forte pour ça. J'ai pas vraiment d'astuces organisationnelles. Mais ça marche plutôt bien, en tout cas, avec tout ce que tu arrives à faire dans tes journées. C'est hyper inspirant, en tout cas. Là, les auditrices et les auditeurs ne te verront pas. Tu es dans ton restaurant. Est-ce que tu peux nous décrire
le meilleur plat que tu proposes et le meilleur dessert? Le dessert, je pense que tu en as déjà parlé, peut-être c'est le cookie, mais est-ce que tu peux nous donner l'eau à la bouche un petit peu? Ouais, alors le cookie, on a bien travaillé la recette parce que moi, je voulais un truc assez spécifique. Je voulais un cookie qui était assez régulier, qui était assez rond, qui était cuit dans un emporte-pièce, en gros, pour qu'il reste assez épais et assez, donc il y a une petite croûte à l'extérieur, mais assez fine et qui soit très moelleux à l'intérieur. Parce que j'adorais les cookies qui s'appellent Ben's Cookies à Londres. Et du coup, je voulais un peu retrouver ce goût-là. Notre recette a une quinzaine d'ingrédients dedans parce qu'on a 2 sucres différents. On a plein de choses avec du chocolat noir, du chocolat au lait, des noix. Donc, on a bien travaillé la recette. On a fait plein de tests avec le poids, le grammage, évidemment les grammages des ingrédients, le temps de cuisson, la taille de l'emporte-pièce pour la cuisson, etc. Donc, on a bien trouvé une bonne recette là. Donc, c'est vrai que les cookies, ils sont vraiment très bons. Et on a beaucoup de gens qui viennent parfois juste, ils achètent leur déjeuner ailleurs et ils viennent juste prendre le cookie pour le dessert ici. Et sinon, notre autre plat phare, c'est la focaccia qu'on fait nous-mêmes au levain. Donc le levain, c'est la levure naturelle. Donc ce qui fait que la focaccia est très aromatique, très moelleuse, qu'elle se conserve bien et qu'elle est en plus beaucoup plus digeste parce que le levain prédigère le gluten. Donc pour les gens qui sont intolérants au gluten, qui sont habitués à manger plutôt du pain cuit dans des boulangeries qui malheureusement en France pour la majorité des cas sont faits que de la levure qui sont faits en 3 heures ou les faits en 3 jours à l'ancienne. Donc une focaccia qu'on va faire par exemple, ça va être elle va être garnie avec coupée en deux et elle va être garnie avec de la ricotta, un pesto de tomates séchées, des olives, des courgettes rôties, de la roquette. Ça c'est un peu notre focaccia d'été phare. Notre carte change toutes les semaines en fonction des saisons, ce qu'on veut maraîcher. Vraiment s'adapter à la saison, à la semaine près. Ça donne effectivement l'eau à la bouche, ce que tu nous racontes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est ce que je disais, c'est jongler entre les différentes activités et du coup apprendre beaucoup, apprendre constamment. C'est ça qui me plaît le plus, je crois. Et l'autre chose qui me plaît aussi beaucoup, c'est le relationnel avec mes clients et avec les gens aussi que je rencontre, que ce soit avec mes fournisseurs, voilà, des agriculteurs avec lesquels je travaille, des boulangers, des fromagers, donc ce lien avec eux. Et le lien avec mes clients qui est aussi très particulier parce qu'on a la chance d'avoir une clientèle extrêmement fidèle. On a vraiment des clients qui viennent tous les jours. Je sais ce qu'ils vont prendre, je sais où ils travaillent, je connais leurs enfants. On parle de la vie, il y en a qui restent déjeuner avec nous après. Il y en a qui m'apportent des donuts le matin. J'ai un client qui m'a offert un matelas pour faire des siestes à l'étage. Enfin voilà. Donc on a des liens assez cool avec nos clients. Et en plus, ils ont généralement des activités, des métiers assez passionnants, que ce soit dans les médias, que ce soit des avocats, que ce soit des photographes. Donc ce lien avec eux est très très cool aussi. D'ailleurs, ça me fait penser ce lien à toute la connexion que tu réussis à créer avec ton restaurant, malgré les 2 ans qu'on a passé avec le Coco. Et tu as ouvert ton restaurant dans cette période-là, en période Covid. Donc, c'était le double challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour gérer l'ouverture dans cette période un petit peu complexe et surtout comment tu as fait pour te faire connaître? Et ben là, en fait, pendant les travaux, on avait une grande palissade parce qu'on a refait toutes les devantures. Et en fait, j'avais imprimé une énorme affiche qui faisait, je crois, 1 mètre sur 1 mètre, un grand carré blanc avec écrit en noir ici ouvre un restaurant au meilleur timing. Les gens qui passaient un peu dans la rue voyaient qu'un resto allait s'ouvrir ici. Et en fait, du coup, j'ai pris en photo la palissade, je l'avais postée sur Insta au début du compte Instagram de Kiosque. Et en fait, une blogueuse qui s'appelle Lily Barbery a reposté notre photo. Elle avait écrit une petite caption trop sympa en disant voilà la liste de choses qui m'ont fait sourire et qui m'ont fait chaud au cœur pendant cette période de Covid. Donc, elle avait fait une petite liste de plein de choses différentes et elle nous a sous la photo du resto, enfin de la palissade. Et donc, on avait gagné plein de followers grâce à ça. Et en fait, voilà, c'est un peu un effet boule de neige de ça, aussi énormément de proches qui ont partagé, qui ont soutenu le projet. Donc, on a créé une communauté grâce au bouche à oreille au début. Pour ça, évidemment, je suis hyper redevable à tous mes proches qui étaient trop sympas et ont beaucoup soutenu le projet. Beaucoup de bouche à oreille, un petit peu de RP, entre guillemets, enfin, que j'ai fait vraiment en mode amateur, toute seule, à contacter un peu les journalistes que j'aimais bien et qui, je pense, pouvaient apprécier le restaurant et ce qu'on faisait. Quelques influenceurs food, des journalistes food qui sont venus d'eux-mêmes. Goûter, on a eu Très Très Bon par exemple qui est venu filmer au restaurant et on a eu d'ailleurs la meilleure note, on a eu Très Très Bon, donc on était très contents. Mais après c'est dur aussi de savoir ce qui nous a aidé, ce qui nous a pas aidé parce que les gens parfois juste nous ont vus dans les magazines et à la télé, mais on sait pas trop s'ils viennent grâce à ça ou s'ils juste travaillent dans le quartier, qui sont passés dans le restaurant. Donc les commentaires positifs des gens et aussi je pense de les accueillir de manière authentique, leur demander leur feedback, leur retour et nous améliorer grâce à ça. Après oui, on a ouvert pendant le Covid.
Mais en fait, finalement, ce n'est pas si mal que ça parce que ça nous a permis d'ouvrir avec seulement la vente à emporter au début et du coup, de nous roder un peu avec ça au lieu d'avoir directement la vente à emporter et le surplace. Peut-être qu'on aurait été complètement sous l'eau parce que déjà qu'à l'ouverture, on était un petit peu sous l'eau et débordés. Du coup, tu as fait un petit peu une soft opening forcée, mais qui a Exactement. permis de décoller en douceur. Comment tu imagines le développement de ton entreprise du kiosque? Est-ce que c'est l'ouverture d'autres restaurants ou, comme tu disais, de diversifier tes activités? Pas forcément. Pour l'instant, l'objectif, c'est de recruter une équipe stable et d'être rentable, de continuer à croître, de développer après notre activité avec des offres pour les entreprises, etc. Les privatisations de l'espace. Voilà, juste avant que je te parle, j'étais en train de mettre là, par exemple, l'espace à l'étage, voilà, en location pour le mettre sur le site comme privatiseur, etc. Pour que les entreprises puissent le louer. Des réunions de travail, des cocktails dînatoires, des déjeuners d'équipe, etc. Donc voilà, continuer un peu à diversifier nos activités, avoir une équipe stable et après, pas forcément ouvrir d'autres lieux pour l'instant, mais plus à mon niveau personnel, du coup, voilà, développer mes autres activités que j'ai envie de faire dont on parlait juste avant. Et après, potentiellement, plus tard, je sais pas, peut-être trouver d'autres lieux, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Et est-ce que quand tu as ouvert le kiosque, tu pensais avoir toutes ces activités en parallèle aussi, la partie traiteur, la partie location de salle, ou est-ce que c'est venu plus au fur et à mesure en y réfléchissant et en fonction des opportunités? Ouais, j'avais déjà en tête de faire un petit peu de traiteur, un petit peu les dîners avec les chefs, etc. Après aussi, j'adaptais pas mal le projet et le business plan aux locaux que je trouvais. Parce que parfois, je trouvais des locaux de 30 mètres carrés. Bon, celui-là, il fait 100 mètres carrés, mais j'étais pas contre trouver un local plus petit et du coup, pas faire, par exemple, de privatisation et de choses comme ça, des dîners. Donc, j'ai aussi un petit peu adapté les activités forcément du restaurant par rapport au local que j'ai signé. Mais j'étais pas, voilà, je restais assez flexible parce que trouver un local, c'est pas facile. Et donc, on doit faire un peu des compromis sur certains critères. Donc, voilà, je voulais plus trouver un local où je sentais qu'il y avait vraiment un vibe, où je me voyais bien être là, qu'il y avait une bonne localisation, un bon emplacement. Quelle est pour toi la définition aujourd'hui de la réussite? Bah, la réussite, au sens financier du terme, c'est quand même juste être rentable déjà. Ce qui est déjà un beau challenge. Ça, c'est la réussite plus du resto. Et au niveau financier, après, un autre critère de réussite, c'est évidemment faire une cuisine qui est bonne et un lieu où on se sent bien pour nos clients, où les gens sont heureux d'être là, de venir le matin, de venir déjeuner et qu'ils puissent se régaler. Et après, ouais, la réussite au niveau plus personnel de moi, c'est d'être heureux dans ce que je fais et d'apprendre et d'évoluer et de me sentir là où je devais être, centrée, quoi, dans ma personne, dans l'univers. Et justement, tu nous parles d'apprentissage, d'apprendre. Quel a été pour toi ton plus grand apprentissage justement lors de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent? Globalement, ouais, c'est d'arriver à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, quoi, d'arriver à ce que mon cerveau aille partout et ensuite remettre tout ensemble. Et Donc, comment tu fais ça, du coup? Globalement. Comment tu fais ça? Non, mais concrètement, j'avais par exemple un Trello Trello, c'est un site qui est pas mal pour la création de projets, même pour travailler au jour le jour, mais où j'avais plein de colonnes, en gros, avec toutes les catégories sur lesquelles je travaillais. Donc, ce soit, par exemple, les statistiques pour mon business plan pour la banque avec les statistiques des gens qui mangent un sandwich, les statistiques des gens qui mangent du bio, l'évolution du bio, enfin, les parts de marché du bio en France, enfin, etc., des trucs comme ça. La colonne archi avec tous les archis que j'allais contacter, la colonne designer avec tous les designers que j'allais contacter, la colonne fournisseur avec tous les fournisseurs. Enfin voilà, c'était un peu ça. En gros, concrètement, c'était un peu ça. Et après, j'ai commencé à travailler sur Notion, qui est un autre site où là, pareil, je notais tout ce que j'apprenais, tout ce que je voyais, tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais, pour un peu tout avoir sur papier. J'avais aussi Pinterest que j'utilisais pas mal plutôt pour le côté archi, enfin déco. Mobilier, vaisselle, même un peu cuisine aussi. Donc, ouais, je mettais un peu tout sur papier, quoi. C'est des outils hyper puissants, Notion et Trello, que tu nous partages dans la gestion de projet. Est-ce que tu continues de les utiliser aujourd'hui dans ton quotidien pour la création de menus, tout ça, ou pas du tout? Trello, non. Notion, oui, un petit peu. Et j'utilise pas mal aussi Notion et Pinterest pour mes activités de conseil. Donc, par exemple, Pinterest pas mal sur des créations de concepts pour, pareil, la déco, les plats, la vaisselle, etc. J'aime beaucoup Pinterest. C'est très bien, Pinterest. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en gestion de projet ou en inspiration là, qui aiment bien passer du temps sur Pinterest. C'est vrai, c'est la plateforme d'inspiration par excellence, surtout pour ouvrir un restaurant. Ouais, de classifier avec
J'ai vraiment un Pinterest, je pense, avec 50 boards différents, quoi. Le verre, la tasse, les vases, les murs, les sols, le banc. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout classifié pour dès que je cherchais un truc, pouvoir directement aller dans le bon tableau et directement voir les inspirations qui me plaisaient pour aller un peu droit au but, quoi. Et justement, ce Pinterest, tu l'as sourcé pendant ta phase de réflexion, combien de temps? Ouais, pendant un an, quoi, pendant toute la création du resto. Et je continue à l'alimenter dès que je vois quelque chose qui me plaît. Et sur Instagram, d'ailleurs, aussi, autre outil, mais sur Instagram, j'ai beaucoup dans mes enregistrements, j'ai plein de dossiers différents aussi, avec plein de posts, du coup, Instagram que j'enregistre, d'inspiration de bouffe, de mobilier, même de voyage, de plein de choses. Par exemple, quand je fais une nouvelle carte ou autre, je vais là-dedans. Quand il me faut, par exemple, de la vaisselle, etc., je regarde là-dedans. Enfin, voilà, je classifie aussi pas mal les choses sur Insta. Merci de nous partager ton processus créatif. En tout cas, je pense que c'est important de montrer que l'inspiration, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est une phase aussi qu'on se crée soi-même et qu'il y a des outils hyper utiles pour mettre ça en place. Est-ce que tu peux nous partager un flop, chose la plus inattendue que tu as rencontrée dans ton projet et comment tu as su rebondir? Honnêtement, je pensais trouver une équipe stable beaucoup plus tôt et je pensais garder mon équipe de départ très longtemps. Après, j'avais été un peu prévenue par des restaurateurs qui me disaient que l'équipe du début est rarement celle qui reste sur le long terme. Mais je pensais vraiment arriver à stabiliser une équipe plus tôt. Donc, c'est ça que je trouve le plus dur là, en tout cas en ce moment. Après, j'ai l'impression que je suis pas la seule à vivre ça. En restauration, c'est très, très compliqué le recrutement en ce moment. Et du coup, comment tu gères cette phase de découragement? Est-ce que tu as un réseau d'entrepreneurs comme toi? Est-ce que c'est ton entourage? Ou est-ce que tu as des astuces à nous partager pour gérer ces montagnes russes émotionnelles? Non, pas vraiment. Je me dis juste que de toute façon, il faut que je trouve une solution. Et c'est ce que je répète tout le temps à l'équipe, toute la journée, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je me décourage pas, je me dis juste que je vais trouver quelqu'un un jour, je vais trouver une équipe bien un jour. Mais oui, donc il faut toujours trouver une solution. Bah, il y a quelqu'un qui n'est pas dispo du jour au lendemain, bah, tac, moi je fais appel à mon réseau, aux gens qui sont venus avant, à mes proches, aux amis d'amis, aux amis de mes petites sœurs qui travaillent pas ou qui sont étudiants et qui peuvent venir faire un extra. Enfin voilà. Et justement, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie c'est ta phrase fétiche un petit peu, ta phrase inspirante, il y a toujours une solution? Ah oui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ça clairement. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à la toi d'avant, ouvrir ton restaurant avant ton aventure entrepreneuriale? Dors bien, repose-toi bien. Vraiment, oui, c'est beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévus, mais ça me dérange pas. J'aime bien les risques, j'aime bien l'imprévu, j'aime bien devoir gérer des situations genre au bord du gouffre. J'aime bien travailler sous la pression, donc ça me dérange pas trop. Non, ouais, suivre son instinct, écouter les conseils des autres, mais après aussi écouter les conseils des autres, mais pouvoir le digérer et l'appliquer quand même en fonction de son propre business, parce que tous les conseils des gens sont pas toujours les plus avisés parce qu'ils sont pas en interne dans le projet. Mais je prends beaucoup de conseils, je continue à demander beaucoup de conseils à mes proches et à des gens qui ont de l'expérience, qui me font en gros un peu du mentorat, voilà, de temps en temps pour me guider et m'aider sur des sujets un peu stratégiques et autres où moi je suis jeune et inexpérimentée. Donc voilà, je continue à puiser du conseil de mon entourage. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme meilleure astuce à une femme qui voudrait ouvrir un lieu comme toi, un petit peu sur Paris? Et franchement, il faut juste le faire, quoi. Il faut juste le faire parce faut pas se mettre des barrières, en fait. C'est pas très compliqué. Il faut beaucoup travailler, ça c'est sûr. Beaucoup poser de questions, beaucoup s'intéresser. Enfin, c'est vraiment bateau, mais qui ne tente rien à rien, quoi. Il faut juste mettre les mains dans le cambouis et finalement, voilà, le projet naît comme un petit bébé, comme une petite fleur qui pousse, en gros, mais ça arrive au bout d'un moment, quoi. Le travail et les actions, etc. payent et il faut juste le faire. Comme Nike, just do it. La nouvelle phrase mantra qu'on mettra bien sûr dans les notes parce que c'est hyper important, je pense, de rester inspiré tout au long du projet. Et justement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, des chefs ou des personnes d'autres domaines dans ton projet ou qui t'ont aidé à passer à l'action, justement? Bah, beaucoup de gens, beaucoup de projets. Il y a vraiment des lieux que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs, comme l'épicerie L'Idéal à Marseille où j'ai travaillé, des boulangeries comme Atelier P1 ou Ten Bells. Voilà, c'est vraiment des lieux que j'adore et portés par des entrepreneurs que j'admire beaucoup. Julien, par exemple, qui a créé Atelier P1,
On a pas mal échangé pendant la création de mon resto. Alice Kiel, la fondatrice de Ten Bells, est passée dans mon podcast pour nous parler du pain, des viennoiseries, etc. Donc des gens comme ça. Et après, je pense des personnes comme Céline Chung et Billy Pham qui ont monté Bao Family, qui m'ont aussi pas mal inspirée, qui m'ont aussi un petit peu aidée et qui au début, en fait, c'était un peu partie des gens qui m'ont fait me dire que j'avais le droit de monter un restaurant et que un peu ma carrière un peu toute tracée de bonne élève, en fait, finalement, j'avais pas besoin de la suivre et je pouvais faire autre chose qu'un travail un peu de bureau qui m'était un peu prédestiné par ma famille ou mes études. Donc, ouais, peut-être des gens comme ça qui ont des parcours un peu de reconversion, une émulation de mes rencontres, etc. Que ce soit aussi, par exemple, Gilles Matignon qui nous fournit notre farine, qui est meunier à Château-Mont dans le sud de Paris, où je suis allée visiter son moulin, il m'a expliqué comment on fait la farine. Enfin, voilà, c'est vraiment un mélange de plein de gens qui m'ont beaucoup inspirée. Ça fait un joli patchwork en fait qui font aujourd'hui le projet tel que tu le portes. Je pense que ça inspirera beaucoup de femmes. Est-ce que tu donnerais le conseil aussi tu as fait une formation en cuisine, tu n'as pas lancé ton restaurant avec zéro connaissance. Est-ce que pour toi c'est un indispensable? Clairement, lancer un restaurant sans avoir aucune notion de cuisine, c'est très compliqué parce que et les banquiers du coup ont raison de plus se prêter de l'argent à des gens qui ont des formations de cuisine parce qu'en réalité, si le chef se lève pas le matin pour venir cuisiner ou si le chef part du jour au lendemain, il faut vraiment pouvoir ouvrir le resto, quoi. Donc ça me semble totalement indispensable d'avoir en tout cas des bases de cuisine et pouvoir se dire qu'on peut ouvrir le restaurant et qu'on peut cuisiner à peu près bien si le chef est pas là et pouvoir aussi en fait recruter, savoir si un chef a à peu près la technique nécessaire, si ce qu'il fait est bon, pouvoir le corriger un peu si on veut un taillage différent, une méthode de cuisson un peu différente. Après, ça passe aussi beaucoup par le palais. Moi, j'avoue que je vais beaucoup au restaurant, j'adore goûter. Donc, je pense que si mon palais s'affine au fil de l'eau. Donc, il faut aussi savoir un peu ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais avoir des bases de cuisine, ça me semble indispensable. Du coup, je pense que ça va donner aussi des idées de formation à faire pour d'autres personnes qui voudraient se réinventer. Aujourd'hui, tu nous as pas parlé d'une casquette. Tu fais partie tu es membre consultatif. Quel est l'intitulé exact? Oui, c'est vrai. C'est un titre très pompeux. Alors, quel est le titre exact? Je suis membre du conseil consultatif de l'école Ducasse. Donc, en gros, on travaille sur le programme pédagogique de l'école. On a eu une réunion il y a 2 semaines à l'école avec une trentaine de personnes, dont Alain Ducasse. Donc, c'était un grand honneur de le rencontrer. Et du coup, on a travaillé sur tout le programme de l'école pendant toute une demi-journée, sur plein d'aspects, que ce soit leurs engagements au niveau du développement durable, de l'écologie, de leur com, des formations des élèves sur ceux qui vont aller travailler dans les palaces plus tard. Enfin, voilà, plein de choses. Et donc, c'était super intéressant parce qu'il y avait plein de profils différents. Et donc, j'en suis sortie aussi avec plein de notes, plein d'idées pour moi et les restaurants. Du coup, toi, tu t'es plus orientée vers la street food premium, mais de qualité et avec des valeurs fortes. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais voulu travailler dans un palace ou ton projet était clair depuis le début? Non, palace, non. Après, ça m'aurait intéressé de voir comment fonctionne un palace. Mais non, je voulais plus monter quelque chose de plus petit et plus cosy, plus comme ma maison ouverte dans la rue, quoi. Ben justement, pour terminer et te laisser dans ta jolie maison que je vois avec les belles pierres, je te propose la dernière partie de ce podcast qui est là où on tord le cou aux idées reçues sur la reconversion professionnelle. Donc, le concept, c'est je commence une phrase et tu la termines avec ce qui te passe par l'esprit. Tu es prête? Je suis prête. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi fatigant. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était... Il faut absolument avoir un ou une associée. Je peux pas lancer une boîte seule. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... Non, j'ai toujours pensé que c'était génial. C'était ma vie, que toute ma vie, je voulais changer de vie régulièrement. Changer de métier tout le temps. Je pense concrètement qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai voulu monter ma boîte et du coup, j'ai planifié ma très courte carrière pour arriver à créer ma boîte. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Je voulais être journaliste, je voulais être Claire Chazal, mais en mode reporter de guerre et architecte. Pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy aujourd'hui dans ton quotidien? Non, happy, c'est les gens avec qui je travaille.
C'est les clients que j'ai, c'est les discussions que j'ai, c'est les liens que j'ai avec eux. Et c'est la bonne bouffe que je mange, pas forcément au restaurant, mais surtout quand je vais dans d'autres restaurants. Parce que du coup, j'ai une bonne excuse d'aller au restaurant pour apprendre et découvrir des nouveaux plats et potentiellement des nouvelles installations. Et est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être, de ta vie de femme que tu voudrais nous partager? Je fais super gaffe à ce que je mange. C'est pas dire que je mange des graines, mais je mange des produits qui sont issus d'une agriculture vertueuse, donc qui sont pas bourrés de pesticides, ni chauffés sous des serres brûlantes ou qui sont venus à l'autre bout du monde. Mais je mange plein de pâtes, je mange plein de pain, je mange plein de beurre, mais que des produits qui sont pas transformés. Et j'avoue que je suis jamais malade. C'est peut-être pas que ça, mais c'est vrai que manger des produits de qualité, je pense que ça fait vraiment la différence. Je pense que c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien? C'est de faire toutes mes activités différentes. Et qu'est-ce que tu kiffes le plus aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant, avant de te réinventer? Faire exactement, aller là où j'ai envie d'aller. Et si j'ai envie de créer un podcast, je le fais. Si j'ai envie d'aller rencontrer telle personne, je le fais. Ou de suivre mes envies, mes instants. Je pense que ça va donner envie à beaucoup de femmes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Elisa? On peut me retrouver au restaurant kiosque 18 rue Saint-Fiacre, dans le 2e à Paris. On peut me retrouver sur l'Instagram de kiosque RDVO kiosque. On peut me retrouver sur LinkedIn, Elisa Gauthier. Et est-ce que tu as un message final à faire passer ou une actualité que tu voudrais nous partager? Toutes les actualités du restaurant sont sur Instagram, donc vous pouvez nous suivre pour être au courant un petit peu des dîners qu'on fait, des apéros, etc. Et sinon, ce qu'on a dit, just do it. Merci beaucoup, Elisa. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyslfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy SC Funky au plus grand nombre.